julio de 1936, un sector importante del ejército español se alzó en armas contra el régimen republicano. Después de 5 años de república, de proyectos reformistas, de tiempos de inestabilidad y movilización político y social, un golpe de Estado enterró las soluciones políticas y dejó paso a las armas. Así comenzó la Guerra Civil Española. Aquella contienda duró casi 3 años y la ganaron los militares sublevados, unidos en torno a Franco desde octubre de 1936. Los documentales y noticiarios que se emiten en estos programas son testimonios excepcionales legados para la posteridad. Se emiten aquí tal y como fueron filmados y editados durante la Guerra Civil Española. Este programa, La República en Guerra, incluye 3 documentales. El primero de ellos, España, 1936, fue producido por la Subsecretaría de Propaganda del Gobierno de la República, dirigido por Jean-Paul Lesanois y con selección de material y guión de Luis Buñuel. La narración que se conserva está en francés y ha sido traducida aquí al castellano. Es un documental en defensa de la legalidad republicana y destinado a la difusión en el extranjero. Comienza con la caída de la monarquía, incluye imágenes de la República y termina en la Batalla de Madrid, en noviembre de 1936, con el locutor planteando ¿cuándo terminará esta monstruosa guerra? La jeune République se trouve immédiatement assaillie par de graves difficultés. En octobre 1934, une coalition des droites écrase le mouvement populaire des Asturies avec l'appui de la Légion étrangère et des Marocains. Les partis de droite demeurent au pouvoir jusqu'à la fin de la législature, soumettant l'Espagne à un régime autoritaire. Février 1936, élections législatives. Les femmes participent à la campagne électorale et votent en grand nombre, y compris les religieuses. Les partis d'opposition groupés dans le rassemblement du Front Populaire, Front Populaire, remportent une écrasante victoire. 263 députés au cortège contre 200 au parti de la droite ou du centre. Largo Caballero, leader du Parti socialiste, se rend à une des manifestations populaires qui salue la victoire électorale du Front populaire. Un gouvernement de Front populaire se constitue et commence l'application du programme du Front populaire. Réforme agraire donnant aux paysans des droits équivalents à ceux que la Révolution de 1789 avait accordés aux paysans français. Le gouvernement décide la création de 10 000 écoles. Il met au point les droits sociaux, lutte contre le chômage, réforme la justice, reconnaît le nationalisme basque et catalan et vote l'amnistie. On voit ici la cérémonie de la libération de M. Companys à Barcelone. Avril 1936. Devant M. Ajania, président de la République, les troupes et les généraux prêtent serment à la République. Les généraux Mola et Queipo de Liano. La position géographique de l'Espagne.
Sa situation dans la Méditerranée, ses colonies et ses îles devaient en faire un pays prospère. Mais des passions partisanes et des intérêts intérieurs et extérieurs s'apprêtaient à compromettre la liberté de son développement. Et le 17 juillet, sous la direction des généraux Franco, Cabalena, Mola et Podeliano, un mouvement insurrectionnel éclate au Maroc espagnol et prend pied dans le sud et le nord de l'Espagne. Des armées entières de Marocains et de légionnaires passent le détroit. Miranda, chef des milices fascistes. Le général Queipo Deliano, du haut du balcon de l'hôtel de ville de Séville, commence la série de ses fameuses harangues. Doté d'un puissant matériel de guerre qui n'est pas entièrement espagnol, les troupes partent pour le front. Dans le pays conquis par les insurgés, une police rurale composée des propriétaires terriens est chargée de faire respecter l'ordre. À Madrid, la révolte militaire est immédiatement réprimée. Il en est de même à Barcelone, où de violents combats se livrent. L'opérateur a pu saisir quelques buts de bagarre. Les premières marques de la guerre. Partout, à l'appel du gouvernement républicain, les volontaires s'organisent pour résister à la pression de l'armée rebelle. Colonnes encore mal équipées, insuffisamment instruites, seront les noyaux de l'armée nationale républicaine. Dans les gares, les foules enthousiastes saluent le départ des volontaires pour le front. La flotte, sous la direction de ses officiers, tombe au pouvoir des insurgés. Et quelques jours plus tard, le gouvernement de Madrid reçoit des radiogrammes annonçant la fidélité des marins à la République. Le torpilleur Churuca canonne un hydravion. Les insurgés s'efforcent de s'assurer le contrôle de la frontière française. Et les forces du général Mola attaquent Irún et San Sébastien. Les milices basques ayant fait sauter les ponts,
C'est par les gués des rivières et les cols des montagnes que les insurgés se frayent un passage. Un puissant matériel de guerre destiné à leur assurer la suprématie. Le train blindé des gouvernementaux qui enraya pendant 15 jours l'avance des Marocains. Une contre-attaque des miliciens basques. Un d'eux tombe blessé devant l'appareil. Disposant d'un armement supérieur, les insurgés repoussent peu à peu les milices basques. Tir précis incendie la ville. Et les derniers habitants fuient par le pont international. Les forces insurgées réussissent enfin à pénétrer dans la ville en ruine. Les derniers défenseurs derrière des murs, dans une barque sur la Bidassoa, derrière un champ de maïs, manque de munitions. Ils doivent abandonner la lutte et se réfugier en territoire français. Et Irun continue de brûler, toute la nuit. À la gare d'Andaï, l'exode pitoyable des habitants d'Irun, parmi lesquels des prêtres qui ont fui devant les insurgés. Le dernier train venant de France ne franchit pas la Bidassoa et est refoulé sur Andaï. Par les trains, les bateaux affluent la foule misérable de tous ceux qui fuient devant l'armée du général Franco. Guy de Traversais de l'intransigeance fusillé. Louis de Laprée de Paris-Soir abattu par un avion italien. Mais un nouveau gouvernement englobant tous les partis, toutes les organisations républicaines se forme sous la présidence de Largo Caballero. Il a pour tâche d'organiser la défense du territoire, la victoire de la République espagnole. Tout le pays travaille à un rythme accéléré.
services sanitaires sont l'objet de soins particuliers. Il a fallu procéder à l'organisation des trains, des ambulances, des hôpitaux. De nombreuses organisations internationales ont tenu généreusement à s'y associer. Les écoles continuent de fonctionner. Les enfants des régions envahies trouvent auprès de leurs camarades un réconfort amical. Les trésors artistiques de l'Espagne ont été mis à l'abri de la destruction et sont gardés par des miliciens à baïonnettes au canon. Sous la direction d'instructeurs qualifiés, se crée l'armée nationale républicaine, dont les bataillons partent chaque jour renforcer le front gouvernemental. À la Société des Nations devant M. Eden, délégué de la Grande-Bretagne, le gouvernement espagnol proteste contre la violation du pacte de non-intervention et demande l'application du droit international. M. Yvon Delbos, ministre des Affaires étrangères de France, défend avec M. Eden la politique de non-intervention. D'autant plus redoutable que dans certains esprits, une crise de découragement et de scepticisme met en cause l'efficacité de la Société des Nations. Notre premier devoir est de rétablir la confiance, condition M. Alvarez del Valle, ministre des Affaires étrangères d'Espagne, prend la parole à son tour. Confirmer tout d'abord la cause que le gouvernement espagnol représente et symbolise est la cause de la paix. Cela peut sembler un paradoxe cruel, mais c'est pour cette cause que d'un bout à l'autre de l'Espagne se battent tous ceux qui sont décidés à mourir plutôt que de se laisser arracher par la force et par la violence leur foi dans la démocratie et la liberté à l'intérieur, et aussi leur ferme adhésion à la paix comme règle suprême de leur action à l'extérieur. L'Allemagne et l'Italie reconnaissent le mouvement insurrectionnel du général Franco et envoient leurs ambassadeurs à Burgos. À 3 heures, Königsberg, qui s'est fait d'une certaine réputation sur les côtes d'Espagne. La flotte italienne cingle vers les Baléares. Ils passent en revue leur puissant matériel de guerre. Matériel qui trouve son utilisation en Espagne.
gouvernementaux insuffisamment armés luttent avec acharnement sur tous les fronts. Mais l'armement des insurgés a raison peu à peu de leur résistance. Et de nouvelles régions tombent au pouvoir des généraux. No pasarán, ils ne passeront pas. Mot d'ordre célèbre de Madrid. La Pasionaria, députée au Cortés, parle à Paris dans un meeting de solidarité. Del pueblo francés para con el pueblo español. El pueblo francés no olvide que la lucha que en estos momentos sostiene el pueblo español es la lucha por la paz, es la lucha por la libertad, es la lucha por la democracia. Solidarité. Des milliers de combattants de différents pays viennent se grouper dans les rangs de la fameuse colonne internationale. L'arrivée d'un bataillon dans les rues de la capitale espagnole. Un meeting en plein air salue les combattants. Durruti, chef de la colonne catalane, 20 minutes avant sa blessure mortelle. Weber, général de la brigade internationale. Le Conseil de défense de Madrid, dont le général Miaja est l'animateur. Largo Caballero, président du Conseil, et Alvarez del Valle, ministre des Affaires étrangères, visitent le front au nord-ouest de Madrid. Devant eux, une attaque des gouvernementaux aboutit à la prise d'un village. Sur d'autres points du front, c'est maintenant dans la neige que se déroulent les combats. Madrid est devenu le Verdun de l'Espagne. Comme à Verdun. Attaques massives, bombardements intensifs, armements gigantesques. Escadrilles.
Chaque rue doit être une barricade, chaque maison une forteresse, a dit le Conseil de défense de Madrid. Les enfants et la population civile s'emploient activement à la réalisation de ce mot d'ordre. No pasarán, ils ne passeront pas. À quelques kilomètres, les lignes de défense de l'armée républicaine. Une auto-mitrailleuse gouvernementale en dehors des lignes. Un soldat républicain vient d'être blessé. À la Casa del Campo, le bois de Boulogne de Madrid, les tranchées, la guerre. Les parents sont venus aux premières lignes visiter le fils qui les défend. Une patrouille en reconnaissance. Pouvant franchir les lignes de défense, les insurgés ont recours à l'aviation pour s'attaquer à la population civile.
quand on se terminera cette monstrueuse guerre qui met en péril la paix de l'Europe. El segundo documental de este programa es El entierro de Durruti. Se conserva solo la versión inglesa que ha sido traducida aquí al castellano. El protagonista es Buenaventura Durruti, dirigente de la CNT y de la FAI, quien tuvo un papel importantísimo en la organización de las milicias que avanzaron hacia Aragón y en la organización de la revolución social en tierras aragonesas. Buenaventura Durruti murió en el frente de Madrid el 20 de noviembre de 1936. Allí en el documental se ve en la cabeza del duelo a Lluís Companys, presidente de la Generalitat, dirigente de los republicanos de izquierdas en Cataluña, y a Juan García Oliver, el anarquista, ministro de Justicia en el gobierno de Largo Caballero. See Durruti here on his way to Bucharest, that was in the hands of fascism. Here he appears indefatigable in the fight, personally organizing the departure of part of the columns, whose supreme task it was to capture Sietamur. During 4 months, he and his comrades worked incessantly in the victorious campaign of the Argonne Front. With a large part of his valiant columns, he marched to Madrid to take part in the heroic battle against the hirelings of the fascist enemy. Here he fell, mortally wounded from an enemy bullet. Though he himself can no longer participate in the battle, he was the first to enter. Durruti lives as an inspiration to all the brave fighters in Madrid. Durruti's coffin is carried out of the headquarters of the Trinity Phi in Barcelona to the strain of the Spanish anarchist hymn to the sons of the people. Hundreds of thousands of the people of Barcelona salute their leader.
cavalry of the FAI honor their fallen chief. Banners with inscriptions of the anarchist and syndicalist organizations of the Vicinity FAI. Durruti, you shall be avenged. The Vicinity shall continue your work. The procession starts. Faithful fighter, Durruti. The procession moves in the direction of Cataluna Square. All trade unions and political organizations participate in the procession, carrying flowers and wreaths. The imposing funeral demonstration in Cataluna Square. Anti-fascist organizations from all parts of Spain and delegates to Durruti's funeral. The anti-fascist fighters honor their dead comrades. On their shoulders. Durruti's wife, accompanied by her friends. The procession turns into the Rambla de Flores. The closest comrades of Durruti. The Municipal Band of Barcelona plays Chopin's Funeral March. Vast masses of people. When passing the house of the American consulate, the American flag is at half-mast. The group Firmin Chalvachea of the FAI honors Durruti.
celebrations held at the Columbus Monument. Never before has Barcelona seen such crowds, hundreds of thousands. All Barcelona was out. Senor Companys, President of the Catalan Generalitat, with the anarchist Garcia Oliver, Minister of Justice of the Madrid government. Durruti is buried in the new cemetery of Montjuïc. El tercer y último documental de este programa es un breve testimonio excepcional sobre la primera reunión de las Cortes Republicanas después del golpe de Estado de julio de 1936, celebrada en Valencia el 1 de octubre de ese mismo año. Allí, Martínez Barrio, el último presidente de las Cortes en el momento de la sublevación militar, y Largo Caballero, jefe de gobierno de la República desde el 4 de septiembre de 1936, reafirman con unas frases históricas la legitimidad de la República. reducidas a dar público testimonio de gratitud en nombre de las Cortes al pueblo de Valencia, que por la representación de su ayuntamiento tuvo la cortesía y gentileza de darnos con su casa comunal para que se establecieran en ella los servicios de la Cámara y se celebraran las sesiones reglamentarias. Digo, hice presente yo esa manifestación de gratitud al alcalde de Valencia. Quiero hacerlo hoy seguramente interpretando el criterio y pensamiento de todos los señores diputados para que al inaugurar nuestras labores en este sitio, el primer acuerdo que se adopte sea el de rendir ese testimonio público de nuestro agradecimiento al noble pueblo valenciano que ha acogido como merecía al gobierno y a la representación parlamentaria. ¿Se aprueba así?
el 1 de octubre. Hoy puedo afirmar que la frase ha sido rebasada por los acontecimientos. La defensa heroica de la ciudad de Madrid, sostenida con decisión sin igual en esta lucha prolongada de más de 3 semanas, se ha traído hacia la capital de España, junto a la solidaridad de todas las naciones leales españolas, quiero decir, controladas por el gobierno, pues incluso bastante de las que están en manos de los facciosos por la fuerza, de corazón y en espíritu están a nuestro lado, la justa admiración de las democracias del mundo entero. Operando desde los otros frentes con no menos bravura, las Fuerzas Armadas de la República se han lanzado estos días en distintos sitios a una pujante ofensiva. El gobierno tenía la obligación de defender Madrid desde el sitio donde la defensa fuese más eficaz, asegurándose la plena libertad de movimiento, y tenía a la vez la obligación de defender también la de la España que se bate no solo por su porvenir de pueblo libre, sino lo que podemos llamar Frente Mundial de la Libertad. Al señalar la ayuda extranjera a los rebeldes, interesa hacer una afirmación en lo que respecta a Marruecos. El gobierno de la República sabe distinguir muy bien entre las tropas mercenarias reclutadas en territorio marroquí contra la propia voluntad del sultán y lo que es aún más escandaloso, en la misma zona francesa, cuyo reclutamiento y empleo es, con razón, uno de los hechos que más han escandalizado al mundo civilizado. Aquella otra parte de Marruecos, para la cual el gobierno de la República conserva vivos todos los deberes que le imponen sus funciones de protectorado. Exista una tal unanimidad y compenetración entre el país que representáis y dirigís y vuestros propios afanes y deseos, a quien la historia le ha dado el gran y envidiable honor de dirigir en estos instantes desde el poder ejecutivo los destinos de la nación española, le ha otorgado con nuestra confianza y cariño también una suprema responsabilidad. De antemano la Cámara sabe que este gobierno se hará digno de ella, pero bueno es que se sepa allende las fronteras que el gobierno, al representarnos a todos, al representar a España, manifiesta la voluntad inconmovible de España de hacer respetar y valer su derecho a la dirección suprema de sus destinos. Esta es España como lo sería si estuviéramos en la más humilde de las aldeas españolas.